Radio Classique, l'édito politique avec Le Figaro. Et ce matin avec Arthur Berda. Arthur, bonjour. Bonjour Bernard. Alors Arthur, vous souhaitez nous emmener ce matin, on se projette avec vous en 2021, qui sera, c'est incroyable mais vrai, une année Mitterrand. Oui Bernard, il y a un an, jour pour jour, à cette même place, à ce même micro, j'évoquais le passage en 2020 et l'entrée dans ce que l'on a appelé à l'époque l'année de Gaulle, car ces 12 derniers mois, Emmanuel Macron a célébré le fondateur de la Ve République à de très nombreuses reprises. Il y a d'abord eu le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin, puis le 130e anniversaire de la naissance du général et enfin le 50e anniversaire de sa disparition au mois de novembre. Bref, autant d'occasions de s'inscrire dans les traces du connétable. Et en 2021, le schéma sera plus ou moins le même, mais avec un tout autre président cette fois, puisqu'il s'agit de François Mitterrand, le premier socialiste qui a réussi à accéder à l'Élysée et qui sera à l'honneur tout au long de l'année. Est-ce que vous en savez déjà un petit peu plus long sur ce qu'il va se passer précisément ? Alors non, malheureusement pour l'instant, on ne connaît pas encore le déroulé précis des cérémonies qui vont être organisées, mais pour une raison simple, c'est que le sujet est toujours en réflexion. À l'Élysée, Emmanuel Macron consulte, il travaille avec son conseiller mémoire Bruno Roger-Petit et les deux hommes cherchent le meilleur moyen de commémorer François Mitterrand à travers 4 dates fortes. En partant de la fin de l'année, il y aura le 105e anniversaire de sa naissance, le 26 octobre, puis le 40e anniversaire de son élection, le 10 mai, et enfin le 25e anniversaire de sa disparition, la semaine prochaine, le 8 janvier. Et entre-temps, le plus gros morceau, ce sera le 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort, qui sera a priori organisé le 9 octobre, et certainement en présence de Robert Badinter, mémoire vivante de cet événement majeur. Et oui, puisque c'est Badinter, garde des Sceaux, qui avait porté cette réforme fondamentale. Mais pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron s'attache tant à ce genre de commémoration ? Les motivations du président, c'est l'un de ses conseillers qui les résume le mieux avec la formule suivante. Dans politique mémorielle, il y a mémoriel certes, mais il y a aussi politique, et ça, il ne faut pas l'oublier. Fin de citation. En clair, lorsqu'il rend hommage à ses prédécesseurs, Emmanuel Macron s'inscrit bien sûr dans une tradition républicaine, mais il joue aussi sa propre carte, celle de la crédibilité, parce qu'il ne faut pas oublier que le très jeune âge du chef de l'État, conjugué à son absence totale de mandat électoral avant la magistrature suprême, lui confère un petit déficit de stature, un déficit qu'il ne supporte pas et contre lequel il veut tout faire pour lutter, quitte à se revendiquer pour cela du Gaulo, Giscardo, Mitterrando, chiracisme, et peut-être qu'à la fin, qui sait, ça donnera du macronisme. En tout cas, c'est, j'imagine, ce qu'il espère. Merci beaucoup. Arthur Berda du Figaro qui assure la chronique donc à 8h10 toute cette semaine. Demain et après-demain compris. À demain, Arthur. Il est 8h15 exactement. Voici l'heure de l'invité de Radio Classique. Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette avec Le Figaro. Cet invité, c'est Philippe Juvin, le chef des urgences de Georges Pompidou à Paris, maire Les Républicains aussi de la Garenne-Colombes. Monsieur Juvin, bonjour. Bonjour. Avant de rentrer en studio, vous m'avez dit pendant la pub, vous vous rendez compte, ils ont quand même vacciné 50 personnes hier en France. Vous laissez entendre qu'à ce rythme-là, on sera tous morts de vieillesse et on ne sera pas au bout. C'est très lent, non ? C'est très lent. C'est très lent. Je crois qu'en Allemagne, on a vacciné 21 000 doses ont été injectées. Au Danemark, plus de 4 000. Nous, on est à 50. Donc c'est vrai que c'est une préoccupation parce que sans le vaccin, on ne va pas s'en sortir. Non. Vous comprenez que le vaccin, c'est la possibilité non seulement de se sortir de la crise, mais de ne plus avoir à choisir entre la santé et la liberté. Or, on a eu des problèmes logistiques au moment des masques, au moment des tests, au moment de toute cette crise en réalité, qui a été une gigantesque crise logistique et ma crainte, c'est qu'on ne soit pas prêt non plus pour la logistique sur la vaccination. Attendez, ne me dites pas qu'on a un problème de logistique sur le vaccin, alors qu'il y a quelques usines de production en Europe, notamment une en Belgique, en ce qui concerne le vaccin utilisé là actuellement. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas fourni en France et pourquoi il n'y a pas le personnel pour piquer les gens ? Il y a 3 choses qui font qu'en France, on y arrive moins bien que dans les pays voisins. Premièrement, il n'y a malheureusement pas eu de campagne des autorités sanitaires pour dire faites-vous vacciner. Il n'y en a pas eu, vous ne l'avez pas vu. Les gens qui On a surtout tourné autour du débat des gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Bien entendu. Alors que le vrai sujet, c'est de montrer aux Français
l'intérêt de se faire vacciner. C'est ça le sujet. Or, il n'y a pas eu de campagne pour essayer d'améliorer la confiance des Français envers la vaccination. Deuxième sujet, c'est la question de la logistique. On ne peut pas arriver à vacciner une population si on n'a pas une logistique derrière. Or, l'administration n'est pas faite pour faire de la logistique. La logistique, ça se confie soit à des logisticiens privés, soit à l'armée. Je crois qu'il y a des pays qui ont choisi l'armée. Et nous, on voit bien que en Allemagne, il y a des vaccinodromes. Encore une fois, 21 000 doses injectées en 2 jours. Et en France, eh bien, on fait comme d'habitude à la petite semaine et on a 50 doses qui ont été injectées. Mais attendez, dans toutes les rues des grandes villes de France, aujourd'hui, il y a des tentes où on peut se faire tester avec le bâton dans le nez, là. Oui. Ça n'existait pas il y a encore un mois. Oui, ok, bon, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas sur le vaccin aussi. Enfin, Alors c'est évidemment beaucoup plus compliqué parce que pour le vaccin, vous avez une chaîne de froid, etc., etc. C'est pour ça que ça nécessite un savoir-faire particulier qui, malheureusement, ne semble pas être mis en œuvre en France. 1, la confiance, 2, la logistique, et 3, il ne faut pas exclure qu'il y ait des problèmes d'approvisionnement, et quand bien même voudrait-on se faire vacciner en masse, et pourrait-on, eh bien, c'est vrai que les vaccins vont mettre du temps à être livrés en France et en Europe. Donc ça, c'est un sujet qui dépasse la France. Mais il y a manifestement un sujet proprement français qui est vraiment la question logistique. Alors, il y a aussi, et on en parlait hier matin sur cette antenne avec Luc Ferry, il a fait bondir pas mal d'auditeurs en disant, mais pourquoi est-ce qu'on ne vaccine que les vieillards des EHPAD, sachant qu'eux, ils sont naturellement confinés dans leur EHPAD, donc ils répandent pas particulièrement le virus. Il faudrait au moins aussi vacciner pour un vieux, un jeune, parce que c'est eux les jeunes qui diffusent. Alors c'est un sujet intéressant. Il y a eu une discussion dans tous les pays du monde. On décide de vacciner 2 populations prioritaires. La première, ce sont les gens âgés. Pourquoi ? Parce que ils sont plus à risque de faire des formes graves, donc il faut quand même les protéger. C'est une erreur de penser que parce que vous êtes dans une EHPAD, vous êtes protégé. Je vous rappelle que dans les EHPAD... Ça a été une hécatombe. Ça a été une hécatombe, donc il faut protéger les gens dans les EHPAD, mais encore une fois, beaucoup plus rapidement que ce qu'on fait aujourd'hui. Vous comprenez, on ne peut pas avoir 50 personnes et aux États-Unis, soi-disant, qui sont si mauvais, ils sont à plus d'1 million de personnes vaccinées. Et deuxième population, ce sont les soignants. Ça, il est clair qu'il faut aller vite sur les soignants. Dans le plan de vaccination gouvernemental, les soignants n'arrivent que en 2e ligne, en février, mars, avril. Il faut aller beaucoup plus vite. Il faut commencer à vacciner les soignants parce que si vous avez des soignants malades, eh bien le système de santé ne fonctionne plus. Alors, j'ai vu des chiffres de Santé publique France qui espèrent que dans 6 mois, fin juin, 17 millions de Français seront vaccinés. C'est-à-dire 1 sur 4 seulement, 25%. C'est très peu. On n'y arrivera peut-être même pas, d'après ce que vous dites, Philippe Juvin. Non, mais d'abord, c'est très peu. C'est très peu, déjà. Il faut que vous sachiez que la vaccination contre la grippe, on fait chaque année sans tambour ni trompette, naturellement. Pas de pub. On y arrive, c'est plus facile pour des raisons logistiques, là encore une fois, mais on y arrive. En 3 mois, on vaccine 11 millions de personnes. Sans faire les plateaux, sans dire attention, on va y arriver, regardez comme on est fort. Là, on parle de 17, c'est-à-dire, certes, un tiers de plus que les 11, mais au mois de juin. Donc on est à une demi-année. Non, vraiment, il y a un sujet, moi, qui m'inquiète. Vous m'aviez invité il y a un mois, je vous avais dit pour la vaccination, il y a 2 trucs importants. Premièrement, la confiance. Où sont, et je pose la question, où sont les campagnes qui vont donner confiance aux Français ? Il n'y en a pas. Et deuxièmement, il y a la question de la logistique. Où est la logistique ? Il n'y en a pas. Vous savez, moi, je juge, en fait, sur les résultats. Encore une fois, très peu de Français vaccinés en 2 jours, beaucoup d'Allemands vaccinés en 2 jours. Où est le sujet ? Mais avec l'arrivée d'autres vaccins, là, pour le moment, il n'y a que le Pfizer, ok, mais il y a les autres qui arrivent, il y a Moderna, etc., etc. Donc, au moins, il y aura les produits. Après, il n'y a plus que les gens pour pousser la seringue qui manquent. Oui, alors d'abord, mais encore une fois, encore faut-il les avoir, encore faut-il l'organisation. Vous savez, moi je suis maire de ma commune, en région parisienne, et je n'ai toujours pas été contacté par les autorités sanitaires pour savoir si je mets à disposition un gymnase, une école, une salle. Il y a 10 ans, H1N1, on avait mis un gymnase à disposition. Et puis ça s'était organisé de la manière dont on sait. Les gens n'étaient pas venus parce que finalement, c'était pas aussi grave que ça. Mais au moins, convenez qu'à l'époque... Madame Bachelot avait été la risée générale. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit bien qu'elle avait eu raison. Mais la logistique était au point. Là, on voit que j'ai même pas eu un coup de fil en demandant à monsieur le maire, est-ce que vous pourriez me donner un gymnase ? Ce qui n'est pas le cas des villes. Je suis jumelé avec une ville allemande. Je peux vous assurer que là-bas, c'est très organisé. Vous m'avez posé la question des autres vaccins. Il va y avoir d'autres vaccins, heureusement.
Le Moderna, et plus pratique à utiliser. Le aussi. Moderna, plus pratique à utiliser, certes, et d'autres, AstraZeneca peut-être, même si manifestement il peut y avoir du retard pour des raisons liées à l'efficacité de ces vaccins. Donc, c'est pas aussi évident que ça qu'on aura du vaccin pour tout le monde. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on n'aurait pas de vaccin pour tout le monde d'ici l'été, quand bien même serions-nous prêts à injecter à la population. Mais de toute façon, on voit bien que avec un même vaccin, encore une fois, nous sommes à 50 injectés et les Danois à 4000. Philippe Juvin, l'affaire des variants, là, le variant britannique, oui. Le variant sud-africain. Alors moi je lis partout, mais aucune importance, il suffit de modifier un bidule sur la chaîne ADN et puis tout va bien. De toute façon, les vaccins actuels marcheront aussi avec les variants. Alors, vous en êtes sûr ? Ouais, non, mais les mutations, il y en a tous les jours. Vous savez, oui. Les virus mutent. Pareil pour le vaccin de la grippe classique. Exactement. Donc ça, sur le principe qu'il y ait des mutations, c'est pas un sujet. La question, c'est est-ce que la mutation affecte la partie du virus qui est la cible du vaccin. C'est ça la question. Aujourd'hui, la réponse c'est non. Les mutants, les variants qu'on a observés ne sont pas affectés, n'altèrent pas l'efficacité des vaccins qui sont sur le marché. Est-ce que dans l'avenir ça pourrait être le cas ? Oui, bien entendu, par définition. Est-ce que c'est ennuyeux ? Eh bien, il faudra modifier le vaccin. C'est ce qu'on fait avec la grippe chaque année. Vous savez que le vaccin qu'on vous injecte cette année n'est pas le vaccin qu'on vous a injecté l'année dernière. Pourquoi ? Parce que le virus de la grippe mute pareillement. Donc, on sait le faire. Et je vous dis, ce n'est pas le sujet principal. Le sujet principal, je reviens, c'est la logistique. Ok, mais c'est pas gai tout ça, hein, Philippe Juvin. Juste quand même une chose. Avec tout ce que vous dites sur la vaccination, Santé publique France, encore eux, ils ont donné les chiffres hier, donc on est à 63 000 morts en France. De toute évidence, ces derniers jours, les contaminations sont reparties à la hausse, les hospitalisations aussi. Donc mécaniquement, le Conseil de défense va nous dire dans 3 heures, Monsieur Juvin, on reconfine tout. D'abord, il va pas le 4 janvier, pas à vous, mais il va le dire à tout le monde. Il va le dire à tout le monde. Les autorités gouvernementales ont sur leur bureau depuis. Et pas localement, hein. Les autorités gouvernementales, depuis une semaine, ont sur leur bureau un document qui leur dit, voilà, il y a 3 stratégies. Les 3 stratégies sont toutes les mêmes, il va falloir reconfiner, mais elles donnent des possibilités différentes. Premièrement, une stratégie de reconfinement maintenant, là, aujourd'hui ou demain. Une stratégie de reconfinement début janvier et une autre seulement si l'épidémie reprend courant janvier, fin janvier. Ce qui est certain, c'est que plus on va confiner tardivement, plus le confinement devra être dur et long. Donc le sujet est là, le gouvernement doit prendre à un moment une décision qui est politiquement très compliquée parce que elle est d'une certaine manière aussi l'observation que finalement on a raté le coche et on voit pourquoi il repousse. Moi je pense qu'il faut s'attendre à un reconfinement dans les jours qui viennent. Oui. Les jours ou les semaines qui viennent. Oui. Et reconfinement, vous savez qu'il y a des élus du Grand Est notamment qui disent il faut au moins reconfiner chez nous, là en Meurthe-et-Moselle, en Alsace, etc. Non, ce sera Brest, Strasbourg, Dunkerque, Nice, où on peut faire local. Eh bien, c'est tout le sujet. Les Allemands n'ont pas réussi à faire local. Mais c'est tout le sujet, c'est que il faut qu'on se dote enfin de moyens d'analyser l'évolution de l'épidémie très localement pour avoir des confinements qui seront ciblés. Parce que mettre en confinement des zones où le virus circule peu, ça ne sert pas. Donc il faut qu'on se dote des outils qu'on n'a toujours pas après un an d'épidémie. Par exemple, d'analyse d'eau usée. Dans les eaux usées, les Israéliens font ça très bien depuis des années. Ils analysent dans les eaux usées les traces virales. Et ils peuvent vous dire que dans tel endroit ou tel autre, il y a de la circulation virale. Et là, vous pouvez avoir une stratégie de confinement qui est ciblée. Vous vous rendez compte, en 2013, je vous raconte cette histoire. En 2013, les Israéliens détectent dans les eaux usées le virus de la polio. Il n'y avait pas de cas de polio en Israël. Sur la simple détection dans les eaux usées que le virus circulait, ils ont procédé à une vaccination de plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc ça signifie qu'ils ont des outils précoces de détection en routine que nous n'avons pas, et ça, il faut vraiment qu'on s'en dote. Donc si on prend ce qui marche bien en Allemagne, en Israël, en Belgique et partout, on sera les meilleurs du monde. Mais enfin, on en est extrêmement loin. Ça signifie qu'il faut regarder ce qui se fait à l'extérieur, parce qu'il faut cesser de penser que la France est meilleure dans tout, vous voyez. Donc, excusez-moi, j'ai tellement de questions à vous poser. Quand Monsieur Lemoine, le ministre du Tourisme, disait, écoutez, si tout va bien, le 7 janvier, on rouvre les remontées mécaniques dans les stations de ski, no way, on n'y compte pas. Non, mais écoutez, il faut qu'ils arrêtent.
Il faut arrêter d'être devin, il faut être gouvernant, c'est compliqué. Je ne prétends pas que c'est facile. Le travail de M. Castex est très difficile, mais il faut arrêter de lancer comme ça des annonces. Enfin, chaque ministre veut absolument prendre la parole sur des sujets qu'il ne maîtrise pas, et ça donne une cacophonie que vous avez bien comprise. La parole publique doit être rare. Et la parole publique doit être précieuse. Ce qui est sûr, en tout cas, Philippe Juvin, c'est que malheureusement, le reconfinement, même si le reconfinement numéro 2 n'a pas été le numéro 1 en termes de dureté, mais depuis début novembre, ça a fait la preuve de son efficacité, puisqu'au fil des semaines, on a vu s'effondrer le nombre de gens qui arrivaient à l'hôpital et dans les services de réa. Alors que ça repart depuis 8 jours, depuis que ça a été redéconfiné. Mais je vous dis, mais bien sûr, le confinement, c'est efficace, parce que ça diminue les interactions sociales. Sauf que on le paye très cher, puisque au plan économique, au plan sanitaire même, puisqu'il y a des gens à cause du confinement qui se font mal soigner de leur maladie qui ne sont pas le Covid. Donc ça a des effets considérables. C'est un pis-aller, le confinement. C'est pour ça qu'on ne s'en sortira pas, j'y reviens, sans la vaccination. Et c'est pour ça qu'il faut aller plus vite sur la vaccination et plus fort. On ne peut pas se permettre d'être les derniers. Le pays qui va vacciner le plus tôt et le plus vite sera celui qui sortira le premier de la crise. Et vous imaginez l'avantage d'un pays qui sort le premier de la crise. C'est ça l'enjeu désormais. Nous ne devons pas être à la remorque en queue de peloton des pays qui se font vacciner. Or, ça semble être un peu le cas au bout de 2 jours de vaccination. C'est quand même assez tragique. Et donc, est-ce qu'on peut admettre que 40% des Français disent « Moi, je me ferai pas vacciner » Alors, et attendez, c'est comme l'histoire du droit de vote. En Belgique, il est obligatoire, le droit de vote. Sinon, on a une prune. Non, mais premièrement, on ne peut pas rendre le vaccin obligatoire. Pourquoi ? Parce que si vous faites ça, vous cassez le peu de confiance qui existe. Les gens se disent « Oh, si on veut me forcer, c'est qu'il y a un truc ». Il faut persuader les gens. Encore une fois, où est la stratégie gouvernementale qui permet de gagner, comme disent les militaires en opération extérieure, les cœurs et les cœurs des gens qu'on est là pour protéger. Il faut il faut persuader les gens, il faut leur expliquer les avantages. Moi, je suis frappé quand le journal du dimanche, il y a une semaine, parle du vaccin. En première page, il dit « Le vaccin arrive et doute sur ses effets secondaires ». Mais non, le vaccin arrive, voilà son efficacité. Il faut donner les raisons scientifiques aux gens de se faire vacciner. Et je voudrais que si quelqu'un décide de ne pas se faire vacciner, il en a le droit, il en a absolument le droit, ça soit sur des arguments scientifiques et pas sur des on-dit. Or pour ça, il faut que les gens aient de l'info. Où est l'information qu'on leur donne ? Moi, je la vois pas. Philippe Juvin, chef des urgences de Georges Pompidou, maire de la Garenne-Colombes, sur Radio Classique. Limpide et direct encore ce matin. Je vous souhaite une bonne fin d'année autant que faire se peut, monsieur Juvin. À bientôt. On se revoit en 2021. Merci. Bonne journée. 8h29. Dans la dernière demi-heure, les titres, la revue de presse et les esprits libres, Jeudi et Barbier. 2 journalistes.